Il a déjà ouvert son bloc-notes. Bonjour Raphaël Amselem. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme désormais tous les lundis après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre. Et vous revenez d'abord sur les déclarations très commentées de Jean-Luc Mélenchon samedi soir dans un meeting en Lozère. Le leader de la France Insoumise s'exprimait sur la crise en cours au Liban. Et il a eu ces mots au sujet du nouveau ministre délégué aux Affaires européennes, Benjamin Haddad. Le ministre qui a été désigné pour s'occuper de l'Europe est quelqu'un qui est acquis à la politique de M. Netanyahou. Le porte-parole du gouvernement, la porte-parole Maud Bréjon, a dénoncé dans la foulée des sous-entendus nauséabonds, y décelant une allusion à la judéité de Benjamin Haddad, dont Mélenchon s'est ensuite défendu. Ça vous a fait penser à quoi, Raphaël Amselem ? Bon, elle commence à être un peu longue, cette chronique des déclarations antisémites ou proches de l'antisémitisme de M. Mélenchon. Ça m'a fait penser d'abord à deux choses. Sur la déclaration en soi, M. Mélenchon se défend de toute forme de compromission sur l'antisémitisme. Je pense qu'il y a une question très simple qui est à se poser. C'est pourquoi viser le ministre délégué sur les questions à l'Europe, sachant qu'il y a bien un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle M. Jean-Noël Barrot. Et qui est au Liban aujourd'hui. Et d'autant plus que ça n'est pas un ministre délégué qui fixe la ligne diplomatique de la France à l'international, c'est le président de la République ou le Premier ministre. Donc, si vous voulez, cette fixation sur M. Haddad est tout à fait suspecte. Et je rajouterai... Le nom n'a pas été cité d'ailleurs, ce qui est intéressant. Oui, c'est intéressant parce que c'est ce qui permet, je crois, d'éviter, enfin ça n'a pas marché, des accusations en matière d'antisémitisme. Mais effectivement, c'est assez intéressant de noter que le nom n'est pas mentionné. Le deuxième point que cette affaire m'évoque, c'est que durant toutes les dernières années, la gauche antiraciste s'est construite autour d'un concept qui me semble d'ailleurs tout à fait valable, qui s'appelle le dog whistle, ou les euphémismes en français. C'est-à-dire l'idée que dans le débat public, vous pouvez avoir un responsable qui diffuse des messages à caractère raciste à travers des sous-entendus, des codes qui ne sont pas explicites, une manière cachée du coup de diffuser un message raciste qui ne sera repéré que par les seules personnes qui comprendront le message tout en pouvant évacuer toute forme d'accusation puisque dans la forme, je ne suis pas raciste. On pense notamment à Jean-Marie Le Pen, là ? Alors, entre autres ça, mais aussi, je me rappelle qu'il y a une semaine, M. Léaumont a attaqué M. Odoul sur une veste qu'il a portée et postée sur Twitter. Il est marqué HH. Et M. Léaumont a dit c'est un dog whistle qui veut dire Heil Hitler. Donc voilà. Donc, ce qui est valable pour M. Odoul, si vous voulez, doit être valable aussi pour M. Mélenchon. À partir du moment où les Juifs expriment l'idée qu'il y a bien un euphémisme sur M. Haddad et sur sa judéité, qui fait peser un stigmate vis-à-vis de ses positions sur Israël, il n'y a pas de raison de ne pas écouter les Juifs. Et au fond, tout cela est très symptomatique, et j'en terminerai par là, tout ça est très symptomatique de la question de l'antisémitisme au sein de LFI, puisque depuis des années, nous sommes en train de dire qu'il y a bien des euphémismes qui sont proférés par la France Insoumise en matière d'antisémitisme. On ne veut toujours pas nous écouter. Et vous craignez que les événements en cours, et ces déclarations en particulier, puissent alimenter des incidents antisémites dans les prochains jours, les prochaines semaines, comme ça a pu être le cas les mois d'octobre ou novembre? En même temps, j'ai envie de dire que si cette seule déclaration devait déclencher quelque chose, on serait déjà à feu à sang, vu la longue litanie de déclarations. À côté des événements en tant que tels, mais... Bien sûr, mais la longue litanie des déclarations antisémites ou proches de l'antisémitisme proférées par la France Insoumise sont tellement nombreuses qu'aujourd'hui, une de plus, une de moins, est-ce qu'on est à ça près ? En effet, focus à présent avec vous, Raphaël, sur l'autre déclaration politique du week-end, celle du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dans le JDD, puis d'ailleurs ensuite sur la chaîne LCI, au sujet de l'état de droit, ni sacré, ni intangible à ses yeux. Vous craignez un glissement comme cela, régulier et à petits pas du nouveau gouvernement sur la question des libertés publiques qui vous a alerté déjà la semaine dernière. Oui, je me rappelle que c'était le sujet de ma chronique la semaine dernière, comme quoi peut-être que l'intuition n'était pas si mauvaise. Vous avez l'esprit de suite. Tout d'abord, je pense que M. Retailleau se trompe et c'est quelque chose d'assez symptomatique de la droite conservatrice. Il dit la source de l'état de droit, c'est la démocratie, c'est le peuple souverain. Et je suis toujours très étonné de ces conservateurs qui se réclament de la tradition française tout en ignorant la tradition française. Puisque dans une conception française de la démocratie, ce n'est pas le peuple souverain qui fonde l'état de droit, c'est l'individu souverain. Parce que si l'individu n'est pas souverain, c'est-à-dire que s'il n'est pas à l'abri de l'arbitraire de l'État, du contrôle administratif, s'il n'est pas libre de s'exprimer, de pouvoir voter, de pouvoir fonder un parti politique, si l'individu n'est pas d'abord libre, comment le peuple lui-même pourrait-il être libre ?
Donc non, M. Retailleau a tort, ça n'est pas du tout le peuple souverain qui est au fondement de l'état de droit, c'est l'individu souverain. Et d'autant plus que le peuple souverain peut tout à fait être despotique et être illégitime. Et en ce sens-là, sa déclaration me fait penser à ce que disait Benjamin Constant, à savoir que les citoyens possèdent des droits individuels indépendants de toute autorité sociale en politique, et toute autorité qui viole ces droits devient illégitime. La souveraineté du peuple n'est pas illimitée. J'aimerais bien que la droite française, qui encore une fois nous parle beaucoup des grandes heures de la France, de l'histoire, relise un petit peu ses auteurs. Benjamin Constant, ce n'est pas un anglais, c'est un auteur tout à fait français. Donc revenons un petit peu aux sources. Et j'imagine, Raphaël, que vous avez également écouté l'interview tout à l'heure de Nicolas Sarkozy, qui a donné son plein soutien au ministre de l'Intérieur sur ces questions migratoires. Mais oui, mais parce que, si vous voulez, on a un petit peu ce problème des sauts de cabri en France. On aime bien avoir des grandes formules, bomber le torse, montrer le poing, mais en réalité, toutes ces déclarations... plutôt qu'humanité, disait... Mais c'est même pas une question, c'est tout ça, encore une fois, ce sont des formules, ça ne veut strictement rien dire. C'est comme la question des OQTF. On fait aujourd'hui tout un sujet, l'immigration en soi n'est pas une chance, alors que, pardon, 96%, c'est rappelé par Nicolas Hervieux, qui est un avocat spécialiste des libertés publiques, 96% des personnes sous OQTF ne sont pas des délinquants, n'ont été condamnés à aucune peine, quelle qu'elle soit. Donc arrêtons un petit peu avec ces formules et ces stigmates qui permettent de polariser le débat public et revenons peut-être à un débat plus apaisé, plus rationnel. Merci beaucoup. Ce sera peut-être vos vœux pour la nouvelle année, cher Raphaël Amsalem. Merci d'avoir été avec vous et Shana Tova.